Au cours du XVIIIe siècle, se constitue une classe nouvelle, appelée la richesse mobilière, par contraste à la richesse immobilière. La richesse mobilière constituée des grands commerçants, manufacturiers, banquiers, contraste avec la richesse immobilière, la noblesse et le clergé, qui possèdent la totalité de la terre. Au XVIIIe siècle, l'expansion économique commence et des échanges s'établissent. Des manufactures se créent. À Montpellier, Cambon fait travailler 2 à 3 000 ouvriers. Dans le Nord, les Vents Robins ont 4 à 5 000 ouvriers. Dans le Dauphiné, à Visy, les Perriers possèdent des compagnies d'assurance. C'est eux qui amèneront l'eau courante à Paris. Isnard, dans le Sud, parfumeur. En France, à ce moment-là, beaucoup des gens sont parqués dans les faubourgs et constituent un prolétariat industriel déjà important en France. Et il y a toujours le grand prolétariat rural, des journaliers. Les grands commerçants, les banquiers, les manufacturiers, créant une nouvelle classe, prennent conscience qu'ils sont une nouvelle classe. Ils estiment ne pas occuper la place qui leur revient dans la gestion des affaires nationales. Car c'est l'aristocratie derrière le roi qui dirige les affaires de la France. Le roi suivant l'avis de ses conseillers. Cette nouvelle classe d'aristocratie financière estime que ce soit la classe de la richesse immobilière qui dirige est inadmissible. Ils ont des orateurs, Barnave, avocat des Perriers, et qui aura un rôle dans la constituante. Il écrit une nouvelle distribution de la richesse, appelle, exige une nouvelle distribution du pouvoir. C'est-à-dire, nous n'acceptons pas, nous qui représentons une puissance considérable en France, n'acceptons pas d'être soumis aux bonnes volontés et aux bons plaisirs de l'aristocratie, richesse mobilière. Et ils veulent une participation au levier de commande du pouvoir. Le régime de Louis XVI, qui a vécu de perpétuel emprunt, endettant fortement le royaume. Plus de 50% du budget passe en remboursement d'arrérage de la dette. Ils ont un homme dans la place, le banquier Necker, un Genevois, qui, grâce à sa femme qui avait ouvert un salon à Paris, lui permet de s'intégrer à l'intelligentsia parisienne, et par connivence devient le trésorier du royaume de France. Sa femme fera croire que son mari a abandonné ses affaires de banque dès lors qu'il sera entré au service de la France et du Trésor. Sa banque Télusson-Necker changera le nom, devenant la banque Télusson-Germanie, nom fictif d'une terre de Vaud, propriété qu'il possède par son frère dans le pays de Vaud. Par l'intermédiaire de sa banque, il prête au royaume l'argent pour financer les insurrections en Amérique. Il prête à intérêt au taux de 14% d'intérêt, ce qui lui permettra d'acheter le château de Coppet. La situation du trésor est désastreuse pour les finances. Le royaume endetté, le roi convoque les états généraux. Les trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état, la roture. Mais ces messieurs de la roture, du tiers-état, entendent la roture dorée. La couche du haut, les 1%, les riches payant l'impôt. Les ouvriers, eux, gagnent 20 sols par jour ouvrable. La nourriture de base, la miche de pain de 4 livres, 2 kilos, coûte 8 sols. Entre 1750 et 1789, le prix de la farine du blé augmente. La miche de pain atteint 14 sols. Ce coût de la vie sur la classe populaire, sur la masse populaire, la rend disponible pour tout coup de force, ce qui se produira le 14 juillet. Comme ce 18 avril 1789, l'émeute Réveillon, une grève du faubourg Saint-Antoine, fêtage d'huile, et est rejoint par les faubourgs Saint-Honoré et Saint-Marcel. Le mouvement d'humeur tourne à l'émeute. La troupe armée interviendra et fera feu et donnera la mort à 125-150 personnes. Le roi, qui prend peur, accepte que les États généraux se transforment en une assemblée nationale. Le tiers-État a gain de cause. Le roi accepte que l'Assemblée rédige une constitution qui limitera son pouvoir.
Mais le 2 juillet 1789, le roi se réavise et fait marche arrière. Le roi renvoie Necker et il appelle un ministère réactionnaire, d'extrême droite on dirait aujourd'hui. Il fait venir Breteuil. Le roi décide qu'il n'obéit plus à la bourgeoisie. Et la bourgeoisie décide d'appeler à la rescousse, à la violence, le petit peuple de Paris. Le 13 juillet 1789, il arme la plèbe parisienne avec des fusils pris à l'hôtel des Invalides. On leur donne de la poudre à canon et fonce envoyer à la Bastille, un symbole ocratique du pouvoir. Il y aura 97 morts. La troupe, aux ordres d'un Suisse, Emile Necker, refuse de faire marcher la troupe. Ce chef n'obéit pas. Le roi prend peur et rappelle Necker. Les bourgeois comprennent le risque qu'ils ont pris en armant le peuple, qui a un sentiment de sa force. Le 15 juillet, par affiche, proposant 40 sols à qui ramènera son fusil prêté. Lafayette crée le 15 juillet au soir une milice bourgeoise qu'il appelle la Garde nationale. N'importe qui voulant l'intégrer doit payer son uniforme au prix de 80 livres. Ce qui assure à la bourgeoisie d'être entre gens de bonne famille. Il faut maintenant rédiger la Constitution. Ils votent la Constituante et sur le modèle américain, ils établissent la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, ils votent la Constitution. Les principes que chaque homme naisse libre et égaux en droit. Mais qu'en est-il? Égalité? CIS divise les citoyens entre citoyens actifs et citoyens passifs. Le vote censitaire et seuls les citoyens actifs qui payent un montant d'impôt peuvent voter. Liberté, Robespierre dénonce qu'aucune distinction entre les hommes n'est faite par la déclaration et donc ne sépare pas les hommes noirs des hommes blancs. Il demande donc l'abolition de l'esclavage. Les lobbies coloniales très puissants s'opposent à lui par Barnave et Lafayette. Il défend aussi les ouvriers qui ne sont pas libres car la loi Le Chapelier interdit les coalitions ouvrières pour enrichir leur salaire. Les paysans qui sont au courant de ce changement de régime s'exaspèrent de voir que la dîme qu'ils doivent acquitter auprès de leurs seigneurs locaux n'est toujours pas abolie. Des émeutes se produisent et ils vont se rendre dans les châteaux qu'ils vont brûler, ainsi que les écrits d'obligation de dîme des droits féodaux. Le 4 août, l'Assemblée vote la fin des droits féodaux, ce que prétendront les journaux, mais omettant de préciser qu'ils sont, au lieu d'être abolis, sont rachetables au denier 30. Ce qui veut dire que pour un paysan qui ne veut plus payer de droits féodaux, il devra en une fois payer au denier près l'équivalent de ce qu'il aurait payé sur 30 ans. Des gardes nationales seront créées partout en France provinciale pour tenir la plèbe tranquille. Le 14 juillet 1790, une réunion de la Fédération est organisée. La Fédération est le nom donné à l'ensemble des gardes nationales bourgeoises qui se sont fédérées. La Fédération. Des délégations de garde nationale se réunissent. Champ de Mars. Un serment sera prononcé devant l'évêque Talleyrand. Un défilé armé organisé pour clairement faire comprendre « Nous sommes la bourgeoisie armée. Citoyens passifs, ne bougez pas. » C'est une démonstration de force pour contraindre à leur autorité le peuple prolétaire. Robespierre dira « C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. » Le 14 juillet 1791, en juin, le roi veut casser son serment et il demande à Bouillet à Montmidi de réunir des troupes françaises de mercenaires croates pour qu'à son arrivée, il puisse revenir reprendre le pouvoir. C'est la fameuse célèbre fuite à Varennes. Le stratagème échoua. Le roi, qui est reconnu en changeant de cheval, sera rattrapé et ramené aux Tuileries et mis sous bonne garde. Le roi devient prisonnier. Lafayette, favorable à la monarchie, l'excuse et tente de prétendre que le roi fut enlevé. Il veut arrondir les angles. Mais Marat n'accepte pas que ce roi qu'il veut voir déchoir reste sur le trône. Donc les Jacobins, sur un hôtel du Champ de Mars, ouvrent un registre de demandes de déchéance, sur lequel doivent venir signer tous les citoyens qui souhaitent la déchéance du roi. Une foule de citoyens passifs se range
pour accéder au registre afin d'exprimer leur accord avec cette destitution. Lafayette, estimant que les citoyens passifs n'ont pas d'avis à exprimer sur les affaires de la nation, mettra en œuvre une troupe armée derrière les fenêtres des bâtiments, au pourtour, et fera ouvrir le feu sur cette foule pacifique. Et de ce fait, Lafayette sera le responsable d'une boucherie sanglante qui fera plus de 1000 morts. Robespierre, qui est sur les degrés supérieurs de l'Assemblée, est du groupe appelé les montagnards. Robespierre, qui se rend compte de ce que sont les constituants, fait passer un décret qui dissout l'Assemblée constituante, qui a rédigé sa constitution, pour faire qu'un vote législatif soit organisé, et il demande qu'aucun des constituants puisse se représenter à cette nouvelle législative. Est-il naïf? Le vote étant censitaire, seuls les notables et propriétaires pourront voter, et une nouvelle assemblée de notables sera élue, et à leur tête, un groupe se dégagera, qui seront les Girondins, des notables de la bourgeoisie bordelaise, Gironde. Verriot, Gadet, Canard, Jansenet, et derrière ce groupe, d'autres notables qu'on appellera aussi Girondins. Pétion, le vieux Roland, Brissot, Barbereau, Isnard, le marquis de Condorcet. L'Assemblée nationale est élue pour 2 ans et doit être renouvelée tous les 2 ans. Mais après 1 an, elle sera renversée par la guerre de 1792, que les Girondins déclaraient contre l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre. En 1789, pour conjurer la banqueroute, les biens de l'Église totalisant 3,5 milliards sont confisqués sur la proposition de l'idée de l'évêque Talleyrand. Les assignats sont créés à hauteur de 2 milliards de francs, et sont donc garantis par les biens confisqués de l'Église, biens nationalisés. Les assignats sont les premiers billets papier-monnaie du pays. À l'automne 1791, la planche à billets fonctionnant à plein régime, les assignats ont déjà perdu 25% de leur valeur. Alors une guerre de razzia, de rapines, seront décidées pour éviter une banqueroute. Le 20 juin 1792, la Belgique autrichienne à ce moment-là, les Girondins commandent à Bonaparte-Napoléon de faire la guerre pour les finances de l'État. Le 14 décembre 1791, Narbonne, ministre de la guerre, amant et marionnette de Madame de Staël, déclara à la Chambre: il faut faire la guerre, le sort des créanciers de l'État en dépend. Le 29 décembre 1791, Brissot: la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Robespierre à la tribune déclare: si vous prenez vous-même l'initiative de la guerre, vous vous reniez. Car le 20 mai 1791, l'Assemblée constituante à l'unanimité vote que le peuple de France ne fera jamais de guerre, d'agression. Il faut oui envoyer des missionnaires apporter nos idées, mais pas des missionnaires armés. Personne n'aime les missionnaires armés. Avec quoi voulez-vous faire l'armée? Il n'y a plus de cadres, ils sont tous immigrés. Les armées françaises sont divisées en 3 corps: Lafayette, Rochambeau, Luckner. Robespierre rappelle que Lafayette peut être capable, s'il gagnait, de revenir transformant son armée en armée plébéienne et de s'installer en tant que dictateur. C'est une guerre de diversion que vous voulez faire. Le prix du pain remonte après 1790. Le peuple fait entendre maximum. Il faut que les pouvoirs publics imposent un prix maximum. Les Girondins ne vont pas accepter cela. Roland: tout ce que l'État doit faire en matière économique, c'est déclarer qu'il n'interviendra jamais, car cela n'est pas de son domaine. Dans la ville de Seine-et-Oise, les journaliers affluent sur étampes. Maximum, maximum. Simoneau, tailleur commerçant, maire de la ville, menace pour disperser la foule de faire ouvrir le feu à la troupe. Il sera alors attrapé et sera tué. Vous, Girondins, qui passez votre temps à dénoncer le parti autrichien, parti de la reine d'origine autrichienne, vous faites le jeu de l'Autriche. Robespierre a raison, la cour, le roi et la reine souhaitent la guerre pour que l'Autriche les aide à réinstaller leur présence sur le trône du pouvoir de France. Le 14 décembre 1791, une lettre du roi l'écrit. La cour souhaite la guerre. « 20 avril 1792. Les Girondins commandent au roi de déclarer la guerre à l'Autriche. 25 avril 1792. Désastre militaire. L'armée Luckner s'est avancée en Belgique autrichienne. 2 régiments de dragons, dont les officiers, étaient restés là.
en conservant nos hommes sous la main plutôt qu'en les migrant. 2 régiments de dragons passent immédiatement à l'ennemi, ralliant les armées autrichiennes. Luckner part en traite, précipitamment, et pour laisser un bon souvenir de la liberté, il va ordonner de mettre le feu au faubourg du Tournex. Le front est crevé, la reine est en joie, mais le roi et la reine désespèrent que l'Autriche ne profite pas de cette victoire sur Luckner pour attaquer. Alors ils font rédiger par un Genevois Mallet-Dupan, au service des princes Louis XVIII et Charles X, au nom du chef de l'armée autrichienne, le manifeste de Brunswick. Une terrible menace pour les terrifier. Mais le manifeste aura un effet inverse et mettra en rage la population parisienne.